Salut, salut! Re-bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vais te jaser de collaboration ou pourquoi créer des collaborations pour te faire voir, connaître, découvrir, développer ton expertise, etc. Je vais te nommer plein d'avantages tantôt de pourquoi créer des collaborations. Puis pourquoi j'en suis venue moi-même à travailler beaucoup en collaboration, c'est que quand on est membre d'un ordre professionnel, on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle de l'affiliation. Okay? L'affiliation, c'est une technique qui est très utilisée en vente en marketing, en fait, pour se faire voir, connaître, pour faire de l'argent même, mais comme professionnel de la santé et de la relation d'aide, en fait, dans nos codes de déontologie, c'est clairement indiqué qu'on n'a pas le droit d'obtenir des commissions, donc de faire de l'affiliation. Fait que le principe derrière l'affiliation, là, en gros, c'est de dire que soit, en fait, il y a différentes façons d'expliquer ou de voir ça, là, mais c'est de recevoir des sous, de recevoir de l'argent, une commission, parce qu'on met de l'avant un produit, un service, une personne, OK, ou on fait des références. Fait que par exemple, si je te dis, hey, essaie, par exemple, je sais pas, moi je travaille en collaboration, là j'ai pas le droit de faire ça, là, mais mettons, je travaillerais avec une compagnie de jeux, puis la compagnie de jeux me dirait, ok, ben voici, je t'envoie tous mes jeux, parle de mes jeux, puis à chaque fois que tu vas vendre des jeux, puis que je sais que les gens viennent de toi, que c'est toi qui a fait en sorte que je fasse une vente de jeux ou que les gens m'ont découvert grâce à toi, je vais te donner 5 piastres par jeu que tu as vendu, ok? Donc, ou en fait, je sais pas moi, faire aussi de l'affiliation, ça pourrait être aussi faire de dire, OK, je sais pas, moi, tu travailles en collaboration avec un autre professionnel. Moi, je pourrais m'associer, par exemple, avec une psychologue qui travaille avec des jeunes qui ont des difficultés attentionnelles. Puis là, je pourrais dire, OK, ben parfait. Moi, quand les gens viennent vers moi puis j'ai une inquiétude en lien avec les difficultés attentionnelles, j'envoie les gens vers ton programme de parents pour gérer l'attention. Puis, quand moi, je fais ça, tu me redonnes 25% de la vente de ton programme que tu as fait avec ces parents-là. OK? Fait que ça, c'est de l'affiliation. Fait que ça permet de faire de l'argent sans rendre un service, juste en dirigeant les gens, en faisant de la promotion, etc. Puis, ça peut permettre aussi de se faire connaître, de se faire découvrir par d'autres personnes. Puis pourquoi c'est utilisé beaucoup, c'est que quand quelqu'un en qui on fait confiance nous réfère vers un autre produit ou service, on a tendance à faire plus confiance à ce produit, à ce service-là. Donc, si moi, mes clients viennent avec moi, sont dans mon programme d'accompagnement, ils me font déjà confiance, puis je leur dis, hey, sais-tu quoi, je pense aussi qu'il y a peut-être des défis attentionnels ou qu'il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, va voir tel programme de tel professionnel, je suis sûre que ça va t'aider. Si je fais ça, puis même si je le fais de très bonne foi puis que je suis convaincue que c'est vrai, là, la personne elle a beaucoup plus de chances de faire confiance à l'autre psychologue à qui je la réfère parce que je l'ai référée, elle me fait confiance déjà, donc elle va faire confiance, elle a plus de chances de faire confiance à cette nouvelle personne. Donc, c'est un peu ça le principe en arrière, puis ça fonctionne super bien. Même chose pour des produits qu'on utilise, j'utilise tel logiciel, je l'adore, voici, essaie ça aussi, puis là, mettons que je réfère quelqu'un, je pourrais recevoir de l'argent pour référer quelqu'un. OK? Dans nos cas de déontologie, on n'a pas le droit de faire de l'affiliation comme professionnel. OK? Là, si tu as d'autres titres, d'autres entreprises qui sont pas reliées à ça, c'est correct dans tes autres domaines de pratique, mais comme professionnel en santé, en relation d'aide, avec notre ordre, notre code de déontologie, on n'a pas le droit. Fait qu'une des façons d'aller chercher ce principe-là, c'est de faire des collaborations. OK? C'est une façon d'aller chercher pas mal tous les bénéfices, avantages avec petit bémol, de cette approche-là, mais sans enfreindre les règles de nos codes de déontologie. Puis là, je t'explique un petit peu, en fait, l'épisode d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer 3 façons que moi, j'ai fait de l'affiliation au courant de l'année dans mon monde. Puis là, je vais te parler vraiment dans mon univers en orthophonie, donc dans la partie qui est régie par un ordre professionnel, parce que dans mon univers de coaching, je suis pas régie par un ordre, je peux faire pas ce que je veux, on s'entend, mais je veux un peu plus de flexibilité, de liberté. Mais c'est quelque chose, dans le fond, les collaborations que j'ai vraiment introduit dans mon monde en orthophonie pour me permettre de me faire voir, de développer des relations avec d'autres professionnels, d'aller chercher des expertises qui sont connexes aux miennes, d'aller vraiment mieux servir mes clients en ayant cherché justement de l'aide, des ressources, des collaborations avec d'autres professionnels. Donc, je t'explique un peu comment je fais ça, c'est quoi mes idées, puis c'est quoi que ça apporte en fait comme bénéfice. Donc, en gros, fait que 3 façons que j'ai fait cette année. Première façon, c'est de créer du contenu collaboratif. Puis j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast antérieurement que j'avais fait ça. Donc, qu'est-ce que ça apporte en fait de créer du contenu collaboratif comme ça? C'est que en fait, ça permet justement ce qu'on disait de se faire voir par d'autres personnes. Donc, je donne des exemples très concrets. J'ai créé, par exemple, une publication avec une pédiatre
Docteur Poliquin, en fait, qui m'avait contacté pour me dire « Hey, moi, j'ai une audience, j'ai un réseau, qu'est-ce que, comme orthophoniste, tu as envie de partager? » Donc, à ce moment-là, c'est elle qui était venue vers moi et on avait choisi de partager des connaissances sur les précurseurs de la communication. Donc, concrètement, comme on a fait ça, c'est qu'on a créé ensemble le contenu. Donc, c'est pas « je te réfère à cette personne qui est vraiment chouette ». On s'est mis ensemble avec nos deux cerveaux, nos deux expertises professionnelles. On a créé un contenu. Dans ce cas-là, c'est un carrousel sur les précurseurs à la communication qu'on a publié sur Instagram. OK? Et donc, l'idée, c'est qu'on met nos deux expertises ensemble, on met nos deux noms sur le contenu qui est produit ensemble et on le partage simultanément dans nos deux réseaux. Ce qui fait en sorte que les gens qui suivent Karina, qui me connaissent pas, ont vu mon nom apparaître, ont eu l'occasion de venir me suivre, de voir mes autres contenus. On a fait référence à d'autres contenus qu'on avait créés. Puis les gens de mon monde qui connaissaient pas Karina, qui produit d'ailleurs du contenu en ligne hyper bénéfique en fait pour les parents, en lien avec la pédiatrie et tout ça. Donc, ça permet à mon monde à moi, à ma communauté à moi, de découvrir son compte à elle puis d'aller voir son compte. J'ai fait ça avec une ergothérapeute, avec une psychoéducatrice, etc. C'est quelque chose que je fais aussi des fois quand je fais d'autres types de collaboration, donc des formations plus en partenariat avec d'autres professionnels. On crée du contenu collaboratif pour se faire voir dans les deux mondes, dans le fond. Fait que ça, honnêtement, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est quand même simple à faire. Puis je vais parler tantôt de comment est-ce qu'on approche des personnes pour faire des collaborations, mais c'est une des façons vraiment très simples de faire des collaborations. Le deuxième point, ça va être inviter une autre personne à créer du contenu pour notre communauté. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas nécessairement un contenu qu'on va faire ensemble, qu'on va rédiger ensemble, mais c'est un contenu qu'on présente à nos membres. Dans le fond, c'est comme si on laisse une place sur notre plateforme à quelqu'un d'autre pour venir s'exprimer. OK? Sur un sujet souvent qu'on maîtrise moins bien. Fait que je te donne des exemples de ça très concrets. C'est quelque chose que j'ai fait avec mon blog. Donc, j'ai des orthophonistes, une éducatrice spécialisée aussi, qui sont venus, en fait, écrire des articles sur mon blog. Donc, dans ma partie en orthophonie, j'ai un blog qui est vraiment très complet avec plein d'articles, etc. Et donc, c'est ça, je les ai invités à venir avec moi, à venir sur mon blog. Fait qu'en gros, on choisissait un sujet ensemble, on choisissait des angles, etc. Puis la personne allait rédiger le contenu. C'est moi qui le présentais, c'est moi qui le mettais de l'avant, c'est moi qui en parlais, etc., qui présentait la personne. À ce moment-là, c'est pas une affiliation parce que c'est pas du contenu qui est rémunéré. OK? C'est une présence gratuite. Ça permet, en fait, à moi, comme professionnel, de proposer du contenu sur des sujets que je maîtrise moins. Fait il y a eu du contenu, entre autres, sur le TSA, le trouble dans le spectre de l'autisme, du contenu sur tout ce qui est le plurilinguisme, multilinguisme. Et sinon, dans le fond, ces personnes-là, c'est quoi le bénéfice? C'est de se faire voir parce que mon blog est quand même assez connu, j'ai beaucoup de visibilité, j'ai beaucoup de trafic sur mon site web. Donc, et moi, en fait, quand je fais ça, c'est que je fais aussi des publications pour amener les gens vers cet article-là. Donc, je présente la personne, etc. Donc, ça, c'est une façon de le faire. J'ai oublié aussi dans le premier, créer du contenu collaboratif, là, ça pourrait être vraiment tout ce qui est les podcasts. J'ai comme pas pensé, mais parce que pour moi, c'est tellement évident, mais comme quand tu as un podcast, quand tu invites quelqu'un sur ton podcast puis que tu jases d'un sujet, clairement, on crée un épisode ensemble, on partage du contenu, les deux personnes vont le partager chacun de leur côté, ça permet de te faire voir par différentes personnes, puis c'est un contenu qu'on crée ensemble. Donc, voilà. Sinon, dans l'aspect d'inviter une personne à créer du contenu pour ta communauté, j'ai aussi invité des gens l'année passée à venir créer du contenu dans ma série de formation Cible Langage. Fait que là, ça fait un petit peu plus qu'un an de ça. Mais bref, au printemps passé, il y avait déjà du contenu dans Cible Langage que moi, c'est des sujets que je maîtrisais pas du tout. Honnêtement, encore une fois, TSA, multilinguisme, tout ce qui est le MOP, en fait, là. Donc, tout ce qui est les difficultés myofonctionnelles, là. Donc voilà, fait que dans le fond, tout ça, c'est des contenus, c'est des sujets que je connais comme professionnel, mais que je maîtrise pas, puis j'ai vraiment pas une expertise là-dedans. Donc, j'ai invité des gens à venir créer une formation dans ma série de formations. Donc, moi, je présente la série de formations, c'est disponible sur mon site web, etc., puis eux viennent créer du contenu. Donc, en fait, à ce moment-là, c'est du contenu rémunéré. Quand même, je paye les personnes, mais sont rémunérées pour le contenu créé. Donc, c'est pas un système d'affiliation, c'est te créer le contenu, je te paye pour avoir créé le contenu, OK? Donc, c'est pas une commission, c'est pas comme un principe de j'envoie les gens vers tes services. On a créé quelque chose ensemble. Encore une fois, c'est du contenu collaboratif parce qu'on a discuté c'est quoi les sujets, c'est quoi les angles, comment est-ce qu'on va créer ça, tout ça. Je suis présente à l'atelier, je réponds aux questions, etc. Mais c'est le contenu de la personne, c'est elle qui est l'experte dans son domaine. Fait que ça, c'est une des façons de faire aussi. Donc ça. Puis sinon, en fait que ça, c'est une des façons de faire. L'autre façon, la troisième façon de créer du contenu collaboratif,
ça va être de co-animer des ateliers ou des formations, justement. Fait qu'au lieu de se dire, OK, toi, t'es expert, je t'invite dans mon monde pour parler de ton expertise, c'est OK, on a chacun nos expertises, on va trouver un sujet commun sur lequel duquel on peut parler ensemble en apportant chacun notre point de vue. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus une co-création, une co-animation. Donc, où chaque personne va un peu apporter ses couleurs, ses angles, sa vision. C'est quelque chose que je fais avec ma collègue Mélissa Farcou en orthophonie, donc notre formation sur le partenariat parental. C'est une formation qu'on a vraiment créée ensemble, donc avec une vision commune de c'est quoi le partenariat parental, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place dans notre pratique. Fait qu'on l'anime vraiment les deux ensemble. La formation qui est en format enregistré, on l'a enregistrée ensemble, donc c'est pas quelqu'un qui crée du contenu, c'est vraiment on crée du contenu. Elle a une expertise plus avec justement multilinguisme, plurilinguisme, famille défavorisée. Moi, je suis plus dans la pratique vraiment plus privée dans le sens où c'est plus des parents qui viennent vers moi qui sont motivés, impliqués, qui recherchent des solutions, etc. Donc, on n'a pas exactement la même expertise, on n'utilise pas exactement les mêmes outils pour le faire, etc. Mais on met tout ça ensemble pour créer quelque chose qui est comme un tout finalement. Puis ensuite de ça, quand on va faire la promotion ensemble, chacun de notre côté, mais avec la même vision, le même objectif, etc., etc. Donc, voilà. Fait que ça, c'est des façons de faire des collaborations, OK? Donc, ensuite de ça, j'avais envie de te parler de c'est quoi les clés ou que tu dois garder en tête pour réussir tes collaborations, OK? Parce que ça aussi, j'ai des personnes qui disent « Ouais, c'est le fun, les collaborations, mais comment ça marche, comment j'organise ça, comment on divise, mettons, la rémunération, etc., etc. OK? Donc, en gros, je te dirais, les choses les plus importantes à garder en tête pour que ça se passe bien, c'est d'avoir une bonne communication puis une entente hyper claire de qu'est-ce que c'est la collaboration, OK? Donc, en gros, puis ça peut être une entente idéalement écrite, je te dirais, ça n'a pas besoin d'être un gros contrat complexe, ça pourrait l'être, honnêtement, OK? Si tu parlais avec un avocate, probablement qui dirait qu'il faut que ça soit clair par écrit. Mais si c'est des projets ponctuels comme ça, avoir une entente qui est très claire, une entente écrite idéalement, c'est mieux, avec quand même assez de détails de qui fait quoi, comment est-ce qu'on le fait, tout ça. Encore une fois, c'est une personne avec qui tu es super habitué de collaborer. Moi, j'ai des personnes avec qui j'ai des ententes vraiment verbales puis que ça fonctionne hyper bien ou par courriel, échange de courriel. Mais, mettons, ma recommandation, ça serait quand même de te backer avec quelque chose d'assez clair et d'écrit, co-signé par les deux personnes. Sinon, dans cette entente-là, OK, peu importe la façon de le faire, une des choses hyper importantes, c'est de regarder c'est quoi les rôles et responsabilités de chaque personne. OK, les rôles, responsabilités, les tâches, OK, qui s'occupe de quoi, qui va faire quoi. Si par exemple, faut préparer une page pour présenter le service, qui va faire la page, elle va être hébergée où cette page-là, sur une page neutre, sur le site web d'une personne, comment est-ce qu'on va fonctionner. Après ça, tout ce qui est justement les tâches, fait créer le texte, créer la formation, etc. Le deadline, c'est quoi notre deadline? Puis là, plusieurs deadlines, c'est quoi notre échéancier? Quand est-ce qu'on sort ça? Quand est-ce qu'on va avoir fini? On va-tu avoir besoin de se voir à plusieurs reprises? On doit-tu fixer des moments? Je sais pas, on se voit tous les mois pour voir où est-ce qu'on progresse là-dedans? Fait que, etc., etc. L'autre aspect qui est super important, c'est tout ce qui est un peu l'aspect visuel de la chose. OK, j'en parle souvent, le branding, le brand, l'image de marque, c'est important. OK, c'est comme ça que les gens vont finir par te voir, te reconnaître quand ils te voient passer, par exemple, dans leur réseau ou même si t'es pas sur les réseaux sociaux, dans le fond, ton ton, ton style, ta façon de communiquer, ton site web, tout ça, c'est hyper important. Quand on fait une collaboration comme ça, faut s'entendre là-dessus. Okay, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quelque chose carrément qui sort de nos deux brands avec quelque chose qu'on décide ensemble, qui a une image de marque en soi? Fait que, par exemple, on crée une formation avec un titre, je sais pas moi, une police différente, des visuels différents, des couleurs différentes, etc. Ou on se dit, OK, on va se coller un petit peu plus sur l'image de quelqu'un. Est-ce que si on fait quelque chose, dans le fond, justement, qui est comme une personne invitée dans ton monde, est-ce que cette personne-là, elle arrive avec son image de marque? Je sais pas si vous voyez. Fait que, par exemple, les personnes qui sont venues dans ma série de formation Cible Langage, moi, j'ai tout fait la promotion avec mon branding sur mon site web. C'est mon branding, etc. Mais le contenu de leur formation, leur slide, puis tout ça, c'est à leur image à elles. OK? Je leur ai pas imposé quelque chose. J'aurais pu, remarque, hein, des fois, quand on fait des collaborations, des congrès ou des choses comme ça, la personne, pour elle, c'est important. Dans ce cas-là, moi, je voulais qu'ils arrivent avec leur couleur, leur image à eux pour qu'on les reconnaisse, eux, comme quelqu'un de distinct de moi, par exemple. Fait que
Ça a l'air simple, là, mais c'est vraiment important. Surtout quand on fait des collaborations comme ça sur, mettons, les réseaux sociaux, quand on va créer un carrousel, un reel ou tout ça, ben qu'est-ce qu'on met comme couleur, hein? Parce que, tu sais, dépendamment, pour certaines personnes, le feed, l'apparence de leur feed sur Instagram, donc tous les petits carrés qu'on voit, ben c'est important. Pour moi, c'est important. J'ai toujours la même police, les mêmes couleurs, etc. Donc, si j'arrive à quelque chose qui est complètement très, très, très différent, c'est sûr que ben moi, ça me dérange, personnellement. Ça se peut que ça dérange vraiment pas les autres personnes, mais c'est de voir, de s'entendre par rapport à ça. Donc, ça. Sinon, je te dirais, tu sais, l'autre affaire qui est un peu la base aussi, c'est le partage des revenus, OK? Donc ici, encore une fois, c'est un partage des revenus quand il y a des revenus, OK? Encore une fois. Donc, c'est de voir. Puis encore une fois, ça peut pas nécessairement être... faut vraiment faire... On peut partager les revenus. Quand c'est une collaboration qui est conjointe, qu'on crée ensemble, on peut faire un partage de revenus. On peut le faire au prorata de l'implication de la personne. Dans le fond, c'est la personne qui a créé le contenu. Moi, ma job à moi, c'était, mettons, de faire juste la visibilité, la promotion, puis d'être présente, mais c'est pas moi qui animais, qui a créé le contenu, qui a fait les recherches. Parfait. Est-ce que ça fait du sens que moi, j'ai comme un 20-30% de ça versus l'autre personne qui a un 70%? Si la personne, dans le fond, c'est quelque chose dont elle parle déjà ailleurs, qu'elle a déjà un réseau, puis qu'on l'amène dans notre univers, puis que nous, on est gagnant de l'amener dans notre univers parce que, justement, ça nous permet, parce qu'elle a fait de la promotion aussi de son côté, de cet atelier-là qu'on va créer ensemble, ben là, c'est peut-être différent. OK? Fait que c'est un peu ça qu'il faut voir. Est-ce qu'on crée tout moitié-moitié? OK, on regarde ensemble, on s'est divisé les tâches, c'est à peu près équitable. Moi, je suis bonne là-dedans, toi, t'es bonne là-dedans. Parfait, on sépare ça en deux. Voici, on sépare dans le fond les revenus en deux. Est-ce que, OK, toi, tu gères toute la mise en ligne, les dépenses publicitaires, le site web, les frais de carte de crédit, etc. OK, moi, c'est pas moi qui gère ça. Fait que, OK, est-ce qu'on fait, bon, voici le revenu, on enlève toutes les dépenses, puis après, on divise ce qui reste en deux. OK? Fait que vraiment ça. Fait qu'il faut vraiment regarder, je vous dirais, au prorata peut-être de ce qui est fait, aussi avec la personne. Est-ce qu'on veut vraiment avoir cette personne-là dans notre monde? Parce que ça se peut que ça soit quelqu'un, justement, si on va chercher un expert, une experte dans un domaine, qui est déjà occupé, qui a déjà ses choses qui roulent, qui a déjà ses formations, puis tout ça, peut-être que pour elle, c'est pas aussi avantageux de venir faire ça que pour nous. Fait que si on veut l'attirer à venir vers nous, peut-être qu'on peut on peut lui proposer un partage qui est différent. Donc, il faut vraiment évaluer ça. J'en arrive au point de comment est-ce qu'on s'assure que ça fonctionne ou comment est-ce qu'on approche les personnes pour qu'ils nous disent oui. Puis c'est vraiment de voir, dans le fond, d'être en mode gagnant-gagnant. OK? What's in it for them? Qu'est-ce qu'eux gagnent à ça? Si tu veux faire une collaboration avec quelqu'un puis que tu lui proposes quelque chose, c'est vraiment important que cette personne-là voit un bénéfice à ça. OK, voit un bénéfice soit financier, soit au niveau de sa visibilité, soit au niveau de sa crédibilité, soit au niveau des relations, soit au niveau qu'elle est tannée de travailler tout seul dans son coin, elle aime ça travailler avec quelqu'un d'autre. Fait qu'il faut que tu vois avec cette personne-là qu'est-ce qu'elle pourrait gagner à accepter ta collaboration. Puis ça, c'est hyper important quand tu proposes quelque chose. Puis quand tu proposes une collaboration, vas-y avec une idée très précise en tête, tu sais. Je te dirais, tu sais, souvent, moi, quand je vais approcher quelqu'un, je vais dire « Hey, allô? Voici, dans le fond, voici ce que j'aime de toi, voici ce que je connais de toi, de ton contenu, etc. » Puis après ça, de dire, OK, j'ai une idée, voici mon idée de collaboration, j'aimerais ça collaborer avec toi, voici mon idée très précisément. On pourrait faire un atelier sur X, Y, Z. On pourrait faire une publication sur, je sais pas, la motivation scolaire chez les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, OK? Fait que dans le fond, quand on propose quelque chose comme ça qui est hyper spécifique, qui est hyper précis, est-ce que ça te parle? C'est beaucoup plus facile pour la personne de dire « Ah ouais, tu sais, ça a l'air déjà un peu structuré, organisé. » Tu sais, pas juste de dire « Hey, salut, je pense que nos expertises sont complémentaires, ça tente qu'on fasse quelque chose? » Là, ça remet un petit peu ça remet la responsabilité dans les mains de l'autre personne d'essayer de trouver « Ah oui, peut-être, ça fait-tu du sens ou pas? Ah, je sais pas, je la connais pas vraiment, etc. » Quand t'arrives, voici, je te suis, je te connais, j'ai lu ce que tu fais, voici ce que j'apprécie, ce que j'aime, voici qui je suis, qu'est-ce que je fais, voici mon idée de collaboration. Ah! Là, c'est vraiment plus clair pour la personne, puis on a beaucoup plus de chances de faire « Ah oui, peut-être » ou « Ah non, ça fit vraiment pas » ou etc. Puis à ce moment-là, on peut prendre un appel, discuter, etc. puis voir qu'est-ce qui fait du sens. Donc voilà. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que la collaboration, ça m'anime, j'aime ça. Je trouve ça super intéressant comme angle. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose que je parle là. J'ai un atelier qui s'appelle Promouvoir une offre de service quand on est membre d'un ordre professionnel. Donc, c'est souvent quelque chose que je vais proposer, surtout aux professionnels qui font des choses qui sont un petit peu différentes, qui doivent se faire voir, se faire connaître, se faire découvrir, puis pas juste attendre que les gens viennent vers
vers eux, vers elles. Donc, dans cet atelier-là, c'est quelque chose que je suggère. Donc, il y a une partie qui est la collaboration. Il y a plein d'autres aspects que je suggère. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, va écouter ça. Je pense que je vais aller encore plus loin dans comment est-ce que tu peux faire ça. Puis je vais donner plein d'autres trucs. Puis ça va être vraiment utile et pertinent pour toi. Ceci étant dit, je dirais, je vous suggère fortement, fortement de tenter cette expérience de collaboration-là. Comme je vous dis, ça peut être à petite échelle au début, juste un contenu collaboratif, un article de blog conjoint, quelque chose sur les réseaux sociaux, un petit outil conjoint qui est créé ensemble par deux personnes, etc. Je vois plein de belles choses aussi qui se font en ce moment parmi mes collègues, puis dans d'autres professions. Je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, fait que je t'invite à réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu pourrais collaborer cette année? Est-ce qu'il y a une expertise qui est peut-être complémentaire à la tienne, une clientèle cible qui est similaire, mais une expertise qui est complémentaire? Fait que va, essaie de regarder ça, de penser à ça, puis n'hésite pas à aller vers les autres personnes. Tu sais, honnêtement, c'est très rare quand on le fait comme il faut, avec des bonnes intentions, en étant bien préparé. Honnêtement, moi, c'est très rare que j'ai des noms quand je demande des collaborations, sauf si c'est une personne qui me dit « Hey, là, Lauriane, c'est vraiment pas un bon moment, je suis super occupée, est-ce qu'on pourrait faire ça, genre, dans 6 mois? » Mais sinon, c'est quand même rare que j'ai des refus quand je suis préparée comme ça, puis quand je pense vraiment aux bénéfices que l'autre personne va avoir de collaborer avec moi. Donc voilà, j'espère que ça te guide, ça t'éclaire pour tes possibles, probables futures collaborations. Fait que sur ce, je te souhaite une excellente semaine et on se reparle dans 2 semaines. Bye bye!